tu peux te donner à fond pendant un test VMA et obtenir malgré tout un résultat complètement faux. Le pire, c'est que ce mauvais chiffre peut ensuite dérégler toutes tes séances pendant plusieurs semaines. Voici donc les 8 erreurs test VMA les plus fréquentes avec pour chacune une solution simple. Et reste bien jusqu'à la dernière, parce que tester ta VMA trop souvent peut être presque aussi inutile que de ne jamais la tester. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et à améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Un test VMA n'est pas un concours de souffrance et encore moins un examen de passage pour savoir si tu mérites le titre de vrai coureur. Son objectif est d'estimer ta vitesse maximale aérobie afin de mieux calibrer certaines allures d'entraînement. Mais pour que ce chiffre soit utile, il faut que le test soit réalisé dans de bonnes conditions. Sinon, tu risques de courir tes séances trop vite, trop lentement, ou de croire que tu as régressé alors que ton test était simplement mal réalisé. Nous allons donc voir les 8 principales erreurs lors d'un test VMA et, surtout, comment les corriger immédiatement. Dis-moi en commentaire quel test tu utilises actuellement. Demi Cooper, V-Eval, Cooper, 3000 mètres ou un autre protocole. Et abonne-toi si tu veux progresser avec des conseils applicables sur le terrain sans avoir besoin d'un laboratoire caché dans ton garage. Erreur numéro 1, partir trop vite. C'est la grande classique. Tu es motivé, tu as bien serré tes lacets, tu as lancé ta montre et tu veux pulvériser ton ancien résultat. Alors tu pars comme si le test allait durer 30 secondes. Au début, tout va bien. Tu as même l'impression d'être en avance sur ton objectif. Puis, la facture arrive. Après 2 ou 3 minutes, ta foulée se dégrade, tes jambes se durcissent et ton allure s'effondre. C'est extrêmement cruel. Plus tu as voulu gagner du temps au départ, plus tu risques d'en perdre à la fin. Cette erreur concerne surtout les tests autogérés comme le demi-Cooper, le Cooper ou un test sur une distance fixe. Sur un test progressif comme le VAMEVAL, l'allure est imposée par les signaux sonores. Ton erreur serait plutôt de courir devant le rythme au lieu de respecter les bips. La solution est simple. Prépare ton allure de départ avant le test. Sur un demi-Cooper, ne fais pas un sprint dans les premières secondes. Place-toi rapidement à une allure élevée, mais encore contrôlée. Tu dois pouvoir maintenir ta foulée et garder une petite possibilité d'accélération dans la seconde moitié. Le bon repère, c'est que les dernières minutes doivent être extrêmement difficiles, mais tu ne dois pas être déjà détruit à mi-parcours. Ton objectif n'est pas de gagner le test dans les 200 premiers mètres. Ton objectif est de parcourir la plus grande distance totale. Le conseil que je donne aux membres de nos programmes de l'Académie Running et Trail, démarrer le test demi-Cooper aux allures d'un 10 km. C'est assez intense pour ne pas prendre trop de retard sur le chrono visé et pas trop non plus pour pouvoir accélérer sur la deuxième partie du test. Erreur numéro 2, faire le test en étant fatigué. Tu peux suivre le meilleur protocole du monde. Si tu arrives avec les jambes encore chargées par ta sortie longue, ton résultat ne représentera pas ton véritable niveau. Un test VMA est un effort maximal. Il mérite donc une place précise dans ta semaine. Évite de le programmer le lendemain d'une séance de côte, d'un fractionné, d'un renforcement musculaire difficile ou d'une sortie longue. Évite aussi de le glisser à la fin d'une grosse semaine simplement parce qu'il restait un petit trou dans ton agenda. Ta solution rapide consiste à placer le test après une journée de repos ou un footing très facile avec idéalement 24 à 48 heures sans séance intense. Et le matin du test, fais un contrôle très simple. Comment as-tu dormi? Tes jambes sont-elles légères? Ressens-tu encore des courbatures? As-tu envie de courir? Si tu as mal dormi une nuit, tout n'est pas forcément perdu. Mais si tu cumules mauvaise nuit, fatigue générale et jambes lourdes, reporte le test. Ce n'est pas abandonner, c'est éviter de fabriquer une donnée inutile. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit sur les séances combinées pour mieux organiser plusieurs qualités physiques sans alourdir ta semaine. Mais attends, ce n'est pas tout. Même frais et motivé, tu peux encore saboter ton résultat avant le premier mètre. Erreur numéro 3. Négliger l'échauffement. Certains coureurs font 5 minutes de footing, bougent rapidement les chevilles et se disent « c'est bon, la machine est code ». Non, là, la machine vient simplement de trouver le bouton de démarrage.
Lors d'un test maximal, ton système cardiovasculaire, tes muscles et ta foulée doivent être prêts à produire rapidement un effort intense. Si tu pars presque à froid, tu risques de passer les premières minutes à chercher ton rythme, avec une foulée moins efficace et des sensations particulièrement désagréables. Les travaux de Fradkin et ses collègues ont notamment montré, dans une revue systématique avec méta-analyse, que l'échauffement améliore généralement la performance physique. Ce n'est donc pas un petit rituel décoratif placé avant la vraie séance. Il fait partie du test. La solution consiste à utiliser toujours le même échauffement. Fais 12 à 15 minutes de footing facile. Ajoute ensuite 3 accélérations progressives de 15 à 20 secondes avec suffisamment de récupération pour ne pas accumuler de fatigue. Progressive signifie que tu augmentes graduellement ta vitesse. Tu ne pars pas sur un sprint brutal comme si quelqu'un venait de voler ta montre. À la fin de l'échauffement, tu dois te sentir dynamique, mobile et prêt à courir vite, mais absolument pas essoufflé ou fatigué. Et note ce protocole pour le reproduire lors de ton prochain test. C'est un point absolument fondamental. Si tu veux comparer deux résultats, tu dois aussi standardiser ce qui se passe avant le départ. Erreur numéro 4, choisir un terrain mal adapté. Un test VMA sur un chemin irrégulier avec un faux plat, 3 virages serrés et une flaque d'eau qui ressemble au lac Léman, ce n'est plus vraiment un test VMA. C'est une épreuve d'aventure. Le terrain influence directement ta vitesse. Une légère pente, des demi-tours, un sol instable ou une distance approximative suffisent à fausser ton résultat. La meilleure solution reste une piste d'athlétisme. Elle est plate, régulière et précisément mesurée. Si tu n'as pas accès à une piste, choisis un parcours plat, sans interruption, avec le moins de virages possible. Mesure-le à l'avance et conserve exactement le même parcours pour les prochains tests. Sur piste, méfie-toi également de ta montre GPS. Dans les virages, la trace peut couper à l'intérieur ou partir à l'extérieur. Quelques mètres d'erreur à chaque tour peuvent finir par modifier ton estimation. Utilise donc les distances officielles de la piste, compte tes tours et ajoute les mètres réellement parcourus. Tu peux également demander à une personne de noter tes passages. C'est beaucoup plus fiable que de terminer épuisé en essayant de te souvenir si tu viens de faire 6 ou 7 tours. Erreur numéro 5, tester sa VMA dans de mauvaises conditions météo. La chaleur, le vent, l'humidité, le froid intense ou un sol glissant ne modifient pas forcément ta véritable VMA. En revanche, ils peuvent modifier la performance que tu produis pendant le test. Par forte chaleur, ton organisme doit consacrer davantage de ressources à sa thermorégulation. La littérature scientifique sur la course en ambiance chaude, notamment la synthèse de Bergeron publiée en 2014, montre clairement que le stress thermique complique la performance et augmente les contraintes supportées par le coureur. Avec un vent important, tu peux aussi perdre beaucoup de vitesse sur une partie du parcours sans récupérer entièrement cette perte lorsque le vent redevient favorable. La solution n'est pas de chercher une météo absolument parfaite. Sinon, dans certaines régions, ton prochain test aura lieu en 2037. Vérifie simplement les prévisions et reporte le test en cas de forte chaleur, de vent violent, d'orage ou de sol dangereux. Pour suivre ta progression, essaie de reproduire des conditions proches. Même lieu, même surface et, si possible, même moment de la journée. Note également la température, le vent et tes sensations à côté du résultat. Si ton score baisse légèrement lors d'une journée beaucoup plus chaude, tu éviteras de conclure immédiatement que ton entraînement ne fonctionne plus. Le rideau se lève maintenant sur une erreur plus discrète. Cette fois, ton effort peut être excellent, mais ta comparaison reste trompeuse. Erreur numéro 6. Changer de protocole à chaque test. Demi, Cooper en janvier, Cooper en mars, Vameval en mai et 3000 mètres en juillet. À la fin, tu as beaucoup de chiffres, mais tu ne sais plus vraiment ce que tu compares. Tous ces protocoles peuvent fournir une information intéressante, mais ils ne sollicitent pas exactement la même gestion de l'effort. Certains sont progressifs, d'autres sont réalisés à allure libre. Certains reposent sur une durée fixe, d'autres sur une distance ou sur des paliers. Un coureur très résistant peut être avantagé sur un protocole plus long. Un autre, capable d'atteindre rapidement une vitesse élevée, peut mieux réussir un test progressif. Changer de protocole peut donc produire une différence sans qu'il y ait eu de véritable transformation de ton niveau. La solution est de choisir un test adapté et de le conserver pendant plusieurs mois. Si tu cours seul et que tu veux quelque chose de simple, le demi-Cooper est facile à organiser, à condition de savoir gérer ton allure. Si tu disposes d'une piste
de repères correctement placés et d'une bande sonore, le VAMEVAL permet une augmentation progressive de la vitesse. Je vais t'expliquer mon arme fatale pour rendre le suivi beaucoup plus fiable. Crée une fiche de test. Tu y notes le protocole, le lieu, l'échauffement, la météo, les chaussures utilisées, ton état de fatigue, le résultat et tes sensations. Cela prend 2 minutes. C'est extrêmement efficace. Lors du test suivant, tu reproduis le même cadre. Là, la comparaison commence réellement à avoir du sens. Erreur numéro 7. Utiliser le résultat comme une vérité absolue. Ta VMA est une référence. Ce n'est pas une étiquette collée sur ton front. Un test de terrain fournit une estimation réalisée à un instant précis. Le sommeil, le stress, la fatigue, la météo, l'échauffement, le protocole et ta capacité à gérer l'effort peuvent tous influencer le résultat. Deux coureurs possédant la même VMA peuvent également avoir des niveaux d'endurance, des économies de course et des capacités à maintenir un pourcentage de cette vitesse très différents. Alors, ne laisse pas un chiffre prendre le contrôle de tout ton entraînement. Si ton test estime ta VMA à 16 km/h, cela ne signifie pas que chaque fraction doit être calculée au dixième de kilomètre-heure près, même lorsque ton corps envoie clairement un signal différent. La solution consiste à valider le résultat sur le terrain. Utilise-le pour calibrer une première séance, puis observe tes sensations, ta régularité et la dégradation éventuelle de ta foulée. Si l'allure prévue devient intenable dès les premières répétitions, réduis-la légèrement, par exemple de 2 à 3%. Ce n'est pas ton ego qui doit décider, c'est la qualité d'exécution. A l'inverse, si tu termines toutes les répétitions très facilement, ne modifie pas immédiatement ta VMA sur un coup de tête. Vérifie d'abord la durée des efforts, les récupérations et l'objectif réel de la séance. La bonne allure n'est pas celle qui flatte le plus ton ego, c'est celle qui produit l'adaptation recherchée. Erreur numéro 8, refaire le test trop souvent. Ou pas assez, certains coureurs testent leur VMA presque toutes les 3 semaines. Ils veulent vérifier si chaque séance a déjà produit un miracle. Leur saison ressemble alors à un immense contrôle continu avec davantage d'évaluation que d'entraînement. En quelques semaines, une petite différence peut simplement venir de la météo, de la fatigue, du pacing ou de la marge d'erreur du test. Tu risques alors de modifier tes allures pour un changement qui n'est même pas réel. À l'opposé, utiliser encore un résultat obtenu il y a un an n'est pas beaucoup plus pertinent. Ton niveau peut avoir progressé, diminué ou changé après une blessure, une reprise ou une nouvelle période d'entraînement. La solution simple pour la majorité des coureurs consiste à refaire le même test toutes les 8 à 12 semaines, idéalement à la fin d'un cycle cohérent. Évite dans tous les cas de calibrer tes séances avec un test datant de plus de 3 ou 4 mois, surtout si ton entraînement ou ton état de forme a fortement évolué. Il existe une exception. Si ton précédent test a clairement été raté à cause d'un départ beaucoup trop rapide, d'une erreur de distance ou d'un problème matériel, tu peux le recommencer plus tôt après avoir complètement récupéré. Le but n'est pas de battre ton record de test VMA dans l'année. Le but est d'obtenir au bon moment une photographie suffisamment fiable de ton niveau. Et si tu veux ensuite exploiter ce résultat sans ajouter une multitude de séances, mon guide gratuit sur les séances combinées t'aidera à travailler plusieurs qualités au cours d'un même entraînement. Retenons l'essentiel. Premièrement, gère ton départ et utilise un échauffement standardisé. Deuxièmement, arrive frais et choisis une météo suffisamment favorable. Troisièmement, cours sur un terrain plat et précisément mesuré. Quatrièmement, conserve le même protocole et note les conditions de chaque test. Cinquièmement, utilise ta VMA comme une référence à confronter à tes sensations et à la qualité de tes séances. Enfin, refais ton test toutes les 8 à 12 semaines sans continuer à utiliser un résultat vieux de plus de 3 ou 4 mois. À mon avis, la plus dangereuse de toutes ces erreurs, test VMA, reste l'utilisation aveugle du résultat. Un score légèrement sous-estimé ne va pas détruire ton entraînement. En revanche, s'obstiner pendant plusieurs semaines à respecter des allures trop élevées peut dégrader toutes tes séances, augmenter ta fatigue et te faire perdre confiance. Le bon test VMA n'est donc pas celui qui te donne le chiffre le plus impressionnant. C'est celui qui te donne une donnée fiable, reproductible et utile pour mieux t'entraîner. Maintenant que tu sais fiabiliser
ton test VMA, tu peux apprendre à choisir les bonnes séances à partir de ton résultat. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas la manquer et indique-moi en commentaire la prochaine erreur d'entraînement que tu veux que je décortique.